Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce webinaire sur comment réussir sa levée de fonds. Donc aujourd'hui, on va parler de levée de fonds, de financement, de start-up, de valorisation et puis aussi de notions juridiques. Donc on est ravis d'organiser ce webinaire avec Blockpulse et on est ravis d'ailleurs de profiter de ce webinaire pour annoncer notre partenariat à partir de maintenant. Donc, déjà à titre de présentation, je suis Maude Vandal, CEO d'Estimeo. Donc, qui on est Estimeo? Nous, on est une agence donc, de notation et de valorisation des startups. On accompagne donc tous les jours des startups en recherche de financement et aussi des startups qui sont en plein développement. L'idée, c'est vraiment d'être la référence en termes d'évaluation des startups, de valorisation des startups et d'être le tiers de confiance des startups dans leur relation avec les investisseurs, mais aussi avec tous les acteurs qui vont chercher à les accompagner et à collaborer avec les startups. Donc voilà, enchantée. Aurélie, je te laisse te présenter. En tout cas, on est ravis d'organiser ce webinaire avec Blockpulse. Bonjour à tous, merci Maude. Nous aussi, on est ravis effectivement de pouvoir participer à ce webinaire ayant pour thème la levée de fonds dans le cadre de ce partenariat, donc annoncé aujourd'hui officiellement avec Estimeo. Je suis la Head of Sales de Blockpulse. Chez Blockpulse, nous, on accompagne également des startups dans leurs opérations sur le capital qu'on leur permet de réaliser. Donc, on va intervenir sur des opérations de cession de titres, de levée de fonds, d'association des équipes avec des BSPCE. Et pour tout ça, on va permettre d'encadrer tout le juridique et de permettre à nos clients de complètement automatiser leur gestion actionnariale. Et donc, moi, j'interviendrai plus sur le volet juridique de ce webinaire pour vous apporter toutes les clés pour réussir aussi toute cette partie et mise en place juridique dans le cadre d'une levée de fonds. Merci beaucoup, Aurélie. Donc, pour revenir rapidement sur le plan de cet atelier, l'idée, c'est à titre d'introduction, revenir aussi sur les étapes de financement des startups. On va ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que la levée de fonds et surtout comment négocier sa valorisation? Quelles sont les méthodes adaptées à la cible startup? Quelques conseils aussi sur pourquoi se valoriser le plus juste possible et puis créer des relations saines avec les investisseurs. Et ensuite, on rentrera donc dans les outils de la levée de fonds avec un aspect assez juridique et expert et le retour d'Aurélie sur les BSAR, sur l'augmentation de capital et puis bien entendu les termes de la levée de fonds, parler de term sheet et puis de pacte d'actionnaires. Je te donne la parole, Aurélie, pour l'introduction. Avec plaisir. Donc, avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet du sujet d'aujourd'hui, à savoir la levée de fonds, on a tenu à vous repartager une chronologie des différentes opérations sur le capital auxquelles vous allez pouvoir être confrontés en fait dans les premières années de vie de votre startup. Puisqu'en fait, la première chose quand on crée une startup, ça va être d'encadrer ses relations fondateurs avec un pacte d'associés. Et ça, c'est primordial parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une statistique qui est assez effarante qui montre qu'une startup sur deux périclite parce que les relations fondateurs n'étaient pas correctement encadrées. Et du coup, si on avait prévu les situations de conflit, eh bien, la startup aurait potentiellement pu survivre. Donc, il est extrêmement important de bien prévoir et de bien encadrer ces relations fondateurs. Ensuite, votre boîte va commencer à se développer et vous allez avoir besoin de vos premières ressources, de vos premiers prestataires, sans forcément avoir les moyens de les rémunérer. Et une manière de pouvoir les intéresser sans les rémunérer avec de la monnaie sonnante et trébuchante, c'est d'émettre ce qu'on appelle des BSA, bons de souscription d'actions. Puis, vous allez aller à la recherche de vos premiers capitaux, des capitaux dilutifs, mais on reviendra sur ces notions de financement dilutif et non dilutif. Et ça, vous allez aller le chercher auprès de vos proches, en fait, qui vont être les premiers à croire en vous, à croire en votre projet. C'est ce qu'on appelle la love money. Et ça se fait généralement via des cessions de titres ou via une augmentation de capital. Mais ça, pareil, on reviendra sur toutes ces notions juridiques. Ensuite, vous allez continuer à vous développer et vous allez avoir besoin de capitaux supplémentaires. Et donc, vous allez arriver à votre vraie première levée de fonds, qu'on va appeler la levée de fonds en seed, que vous allez pouvoir réaliser de deux manières. Mais ça, pareil, on y reviendra, en BSAR ou en augmentation de capital. Et généralement, quand on lève des fonds, c'est pour se développer, c'est pour recruter. Et donc, on va se poser la question de comment attirer ces talents et comment surtout aussi fidéliser ces profils clés
Et une belle manière de le faire, c'est un mécanisme qui s'appelle les BSPCE, qui va permettre en fait à vos salariés de devenir actionnaires de manière décalée dans le temps et donc du coup d'aligner vos intérêts, vous en tant que fondateur, avec ceux de vos salariés. Et ensuite, si tout se passe comme on vous le souhaite, vous allez continuer à vous développer et avoir besoin de capitaux supplémentaires. Et donc, vous passerez sur des levées de fonds en série A, en série B, qui généralement sont réalisées en augmentation de capital. Si on vous a mis tout ça, c'est que le constat, à l'issue de toutes ces opérations, c'est que vous allez avoir énormément de documentation juridique, tout un tas de clauses qui sont complètement fondamentales et des actionnaires qui vont être de plus en plus nombreux. Et vous allez avoir un enjeu, en fait, de gérer une complexité dans les droits et les obligations de chacun, mais aussi des échéances de vos instruments financiers et de plus en plus de règles de gouvernance à respecter. Et malheureusement, aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart des entreprises, à chaque opération, sont obligées de se replonger dans toute la documentation juridique passée. Et ça, d'une part, c'est assez anxiogène, c'est chronophage, ça prend vraiment beaucoup de temps, ça peut être coûteux et ça comporte un risque d'erreur. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a créé BlockPulse, puisque nous, en fait, on a vocation à automatiser tout ça et à éviter tous les écueils dont je viens de vous faire part. Le conseil qu'on peut vous donner également par rapport à toutes ces opérations, c'est d'anticiper. Mais ça, je crois que ça va être un peu le fil conducteur de tout ce webinar, puisqu'en fait, à chaque opération que vous allez réaliser, il faut toujours se dire quel va être mon prochain coup et quel va être l'impact de ce que je fais aujourd'hui sur la suite pour éviter de se retrouver dans une situation qui pourrait être défavorable pour vous parce que vous n'avez pas anticipé le coup d'après. Exactement. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur les étapes de financement, et un autre conseil qu'on pourra vous donner, et BlockPulse et Estimeo, c'est de pas trop rapidement non plus ouvrir votre capital. On sait qu'il y a différents types de financement en fonction de chaque maturité pour les startups. Ce qu'on conseille et ce qui se fait généralement, c'est quand on est à l'étape de création de sa startup, donc quand on va vouloir financer la R&D, c'est de plutôt s'orienter vers des financements non dilutifs. Essayer d'obtenir un certain nombre de financements. Donc, quand on parle de financement non dilutif, qu'est-ce qu'on va retrouver? On peut retrouver donc des subventions. Donc, c'est des financements sans remboursement, mais qui sont quand même sur conditions restrictives. On peut vous donner par exemple la bourse Frentech de PPI France. Mais on va aussi retrouver les avantages fiscaux. C'est vrai qu'on ne l'a pas noté, mais le statut GEI, donc Jeune Entreprise Innovante, ou CIR, le crédit d'impôt recherche. C'est des solutions de financement qui sont importantes à prendre en compte aussi, notamment dans ce financement de la R&D pour des entreprises, des startups tech. Mais il y a aussi les prêts. Donc, en termes de prêts, on peut vous donner par exemple le prêt d'honneur, qui est un prêt qui est remboursable à taux zéro et qui s'appuie sur les fondateurs. Donc, c'est un prêt qui est sur la personne du fondateur. Ensuite, on peut bien entendu parler d'emprunt bancaire. Alors, généralement, ce qu'on voit, c'est auprès des entrepreneurs, c'est finalement, en termes de stratégie pertinente, d'aller chercher, d'aller lever un certain nombre d'aides financières publiques pour ensuite avoir un apport auprès de sa banque pour faire un emprunt bancaire du même montant. Donc ça peut être une stratégie pertinente. Et donc, après, on n'en parle pas aussi, mais on peut mettre en place des campagnes de crowdfunding, par exemple, notamment quand on veut aussi parler de son projet avant de le lancer. Une période de crowdfunding, c'est un bon moyen de financement. Ensuite, quand on commence à se lancer, on commence à valider un petit peu son concept, son POC, on a de la traction, on peut commencer à réfléchir à ouvrir son capital et donc à passer doucement sur des méthodes de financement dilutives. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, et on en reparlera par la suite, vous perdez un tout petit peu de liberté d'action parce qu'en fait, les investisseurs vont rejoindre votre capital et donc prendre une partie de la gouvernance. Donc, on le dit juste pour l'avoir en tête et comme Aurélie le disait juste avant, c'est important de le préparer et de le savoir, d'identifier les bons investisseurs. Et donc là, ce qu'on peut citer, c'est effectivement les fonds VC. On parle de capital investissement. On aura le capital au sein de l'amorçage, mais aussi le capital risque et par la suite, le capital développement. Donc ça, c'est aussi en fonction de la maturité. On le voit juste après. Vous pouvez aussi vous rapprocher des business angels. Les business angels, c'est des investisseurs qui vont investir donc leur propre argent, donc qui seront finalement peut-être d'autant plus investis
dans votre projet pour vous accompagner, pour mettre aussi à disposition leurs compétences et leur réseau. Généralement, ils peuvent investir de environ peut-être 20K. Et puis, il y a aussi des groupements de business angels où là, on pourra aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc voilà, donc c'est important de voir qu'effectivement, en fonction de sa maturité, on ne va pas s'orienter vers les mêmes investisseurs. Et Aurélie, je vais te passer la parole pour rentrer encore plus dans le détail de ces étapes de financement en fonction de sa maturité. Ouais, complètement. Et pour revenir aussi sur la partie financement dilutif, non dilutif, comme le disait Maud, en fait, la réalité, ce qui va être important, c'est le séquençage. C'est à quel moment vous allez aller chercher votre non dilutif, à quel moment vous allez le combiner avec du dilutif ou à quel moment vous allez passer sur du full dilutif. Et c'est vraiment se dire, dans ma stratégie de recherche de financement, comment je construis ma stratégie entre mon non dilutif et mon dilutif. Et donc, sur les étapes de financement, il y a 3 grandes étapes, on va dire, dans les 3 premières années de vie d'une startup. Ça va être tout d'abord cette première recherche de capitaux dont on parlait en propos introductif, que vous allez faire auprès de votre réseau, de vos proches, de ceux qui croient en vous, parce que vous êtes au tout début d'aventure, vous êtes en train de valider le modèle, vous venez de créer la société, vous êtes vraiment à vos premiers développements produits, ce qu'on appelle le love money. Et ça, généralement, on va aller chercher des tickets plutôt on va dire peu ambitieux, en tout cas pour amorcer la pompe, entre 1000 et quelques milliers d'euros pour des levées globales, ce que nous, on peut observer généralement entre 10 et 50, 100 000 euros maximum. Et c'est des choses qui se font généralement sur des startups qui sont depuis le tout début de leur création jusqu'à des startups qui ont déjà entre 1 et 2 ans d'existence. Et là, à ce moment-là, se pose dès à présent la question de la dilution. Donc, c'est-à-dire que des gens vont vous apporter des capitaux et vous, en échange, vous allez lâcher une partie de votre détention capitalistique. Et nous, ce qu'on peut observer, c'est que généralement, sur du love money, on va voir entre 5 et 10% des taux de 5 à 10% de dilution. Après, arrive le premier vrai tour de table dont je parlais tout à l'heure, donc à savoir le tour de pré-seed, de seed. Ça, c'est un tour où on va être sur des montants en moyenne entre 100 000 et 1 million d'euros, même si ce que l'on peut observer depuis maintenant 2-3 ans, c'est qu'on est sur des tours de seed de plus en plus ambitieux. Nous, il nous arrivait d'accompagner des startups en seed sur des tours à 1,5 million, 2 millions, ce qu'on n'aurait jamais vu il y a encore 2-3 ans. Et moi, j'ai travaillé dans un club de business angels qui s'appelle Angel Square et je peux vous assurer qu'on ne voyait pas des tours de seed à 2 millions d'euros chez Angel Square il y a 2 ans. Et donc ça, ce tour de seed, généralement, il se fait quand la boîte a entre 1 et 3 ans, on va dire. Au niveau de votre développement, vous avez déjà un premier produit, ce qu'on appelle le MVP, donc la première mouture de votre produit. Et vous êtes en train, en fait, de valider votre offre produit et votre offre commerciale. Ce tour de seed, vous allez le faire auprès de qui? Maud le disait, vous allez le faire auprès de business angels, de family office et de fonds d'amorçage, qui sont en fait des fonds spécialisés pour investir dans des jeunes boîtes. Moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est surtout sur la partie business angels, c'est qu'est-ce que va regarder un business angels quand il veut investir dans votre boîte. Et pourquoi aussi il est important sur un tour de pré-seed, de seed, d'aller chercher de l'argent auprès de business angels. Très, très clairement, aller chercher des capitaux, c'est important quand on est une startup. Mais le plus important quand on est encore relativement au début de son aventure, c'est d'aller chercher de l'intelligence, d'aller chercher des personnes qui en fait vont vous aider à grossir par leurs compétences ou par leur réseau. Et ces personnes-là, quand elles vont vous rencontrer, elles vont regarder différentes choses pour sélectionner votre dossier. Tout d'abord, elles vont regarder votre équipe. Ça peut paraître hyper bateau parce que tout le monde vous le dira. Mais la réalité, moi, pour l'avoir observé chez Angel Square, c'est que l'équipe, c'est ultra fondamental. D'une part, sur la partie background des fondateurs, donc quel est votre parcours, mais aussi sur la partie complémentarité. Et moi, j'ai vu plusieurs dossiers se faire rejeter parce qu'en fait, on avait un fondateur qui prenait complètement lead et qui écrasait les autres. Et en fait, ça a fait peur aux business angels parce qu'ils se sont dit, risque de conflit, j'y vais pas. Donc vraiment, l'équipe, il faut penser à bien mettre en avant et son parcours et la complémentarité entre vos parcours, mais aussi la complémentarité entre vos personnalités. Ensuite, ce qui va évidemment être regardé, c'est le marché. Donc, où vous vous placez dans votre marché, quelle est la concurrence, s'il y a beaucoup de concurrence, pourquoi vous allez vous démarquer. Ensuite, ce qui sera ensuite regardé, ça va être l'attraction. Alors ça, c'est souvent un sujet délicat parce que quand on est une jeune entreprise, on n'a pas forcément encore beaucoup de traction et ça peut être un peu anxiogène pour les fondateurs.
il ne faut pas se mettre trop de pression, mais en fait, ce qu'il faut réussir à montrer aux investisseurs, c'est bon, voilà, aujourd'hui, avec le peu de moyens dont je disposais, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Quel POC j'ai réussi à signer? Avec qui je suis en train de négocier? Quels sont mes premiers chiffres? Pour pouvoir vraiment mettre en lumière, en fait, ce que vous avez déjà réussi à faire malgré le peu de moyens dont vous disposiez. Et enfin, la dernière chose qui va être étudiée, ce sont les termes de la levée, le montant recherché et la valorisation. Mais ça, on va y revenir beaucoup plus en détail avec Maud juste après. Pour terminer sur cette partie pré-seed seed, évidemment, vous allez vous diluer également quand vous allez faire cette levée de fonds en seed pré-seed. Généralement, ce qu'on peut observer, ce sont des taux de dilution médians aux alentours de 20%, même si on voit des fourchettes entre 10 et 25%. Enfin, la série A, donc qui sera votre prochaine étape, qui sera une étape où vraiment là, vous avez avancé, votre chiffre d'affaires commence à être significatif, ou en tout cas commence à être réellement existant. Vous avez déjà commencé à structurer vos process commerciaux et vos équipes sont en train de grossir. Et lors de cette série A, c'est une levée de fonds qui va être beaucoup plus ambitieuse, puisque généralement, c'est des levées de fonds entre 1 million et... Alors, il y a encore quelques mois, je vous aurais dit 5 millions, mais là, aujourd'hui, vu l'envolée des montants de levée de fonds qu'on a notamment pu voir récemment, on va plutôt être sur des séries A entre 1 et 10 millions d'euros. Et cette série A, généralement, se fait quasi systématiquement auprès de fonds, qu'on appelle des fonds de VC. Et c'est une étape qui est importante parce qu'en fait, vous allez être en train de commencer à grossir et les fonds vont vous apporter autre chose que ce qu'auront pu vous apporter les business angels. Ils vont vous aider à vous professionnaliser, ils vont vous aider à processer votre business, ils vont vous aider à mieux gérer vos KPI en fait, qui sont pas forcément encore hyper processés. Et souvent, c'est à ce moment-là aussi que se met en place des boards. Et donc, ils vont vous aider dans cette gouvernance qui sera de plus en plus partagée. Et il y a un contrebalancement de pouvoir. Et on le voit en fait dans la dilution. Petit à petit, vous allez de plus en plus perdre la détention capitalistique de votre boîte parce que c'est normal. Plus vous levez, plus vous allez, au fur et à mesure du temps, lâcher du capital. Merci beaucoup, Aurélie. Et donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des étapes donc, de la levée de fonds, nous, on l'a divisé un petit peu en 4 étapes et on va revenir sur chaque élément. Mais pas oublier surtout que cette période de levée de fonds, c'est chronophage. Ça peut être assez long. Généralement, on dit que ça dure entre 6 et 9 mois. Et la préparation est aussi importante. Il ne faut vraiment pas du tout la mettre de côté, pas la négliger. C'est vraiment l'élément le plus important. Et donc, la première étape, ça va être de préparer vos éléments de présentation, donc de préparer votre business plan. J'en profite, avant de continuer, n'hésitez pas si vous avez des questions à le mettre dans le chat sur YouTube ou LinkedIn. Donc oui, c'est important de préparer ces documents. Et en fait, dans le business plan, et je pense qu'Aurélie l'a déjà bien expliqué, qu'est-ce que les investisseurs veulent voir apparaître? Et finalement, c'est tout ce que tu as dit. Hein. C'est revenir sur quelle est votre entreprise, quelle est l'équipe finalement, hein, vraiment, qui sont les humains derrière votre projet. On ne le répétera jamais assez, mais surtout si vous êtes assez jeune en tant que start-up, hein, early stage. L'humain, c'est l'une des choses les plus importantes. On aime bien dire qu'une levée de fonds, c'est 50% d'humain, on aura 30% de juridique et 20% de financier. Donc, l'humain, lever des fonds, rencontrer des investisseurs, c'est vraiment une histoire humaine. Voilà, ça c'était juste pour le rappeler. Mais dans votre BP, n'oubliez pas de mettre aussi, donc effectivement, des cas d'usage, l'opérationnel, ne pas essayer de bien faire comprendre quel est votre produit ou votre service et à quel besoin il répond. Le marché, le paysage concurrentiel, on l'a dit, mais aussi quelle est votre stratégie de go-to-market, quelle est la roadmap. Parlez bien sûr du plan de financement, les premiers revenus, hein, les premières tractions. Et puis, bien entendu, de combien vous avez besoin. Donc, on ne va pas revenir dessus. Je pense qu'Aurélie l'a déjà bien précisé. En termes de conseils, c'est encore une fois valoriser la valeur ajoutée pour le client, valoriser l'équipe, être réaliste, simple, clair. Voilà. Et puis surtout, adapter le BP à l'interlocuteur. Alors, le business plan, il va être généralement assez complet, assez fourni. Donc, quand vous allez aller rencontrer les investisseurs, c'est important de préparer donc votre deck investisseur, mais aussi votre pitch investisseur. Donc,
Le deck investisseur, c'est plus ou moins un résumé visuel finalement du business plan. Essayez d'être un petit peu plus synthétique, un petit peu plus visuel et efficace. Généralement, on dit que le temps de lecture moyen d'un deck est de 2 minutes 15 par un investisseur. Donc voilà, c'est important de tout de suite accrocher l'œil, de donner envie d'aller plus loin. Donc, être visuel, simple et synthétique. Et puis aussi, préparer bien sûr votre discours en 4 minutes, en 5 minutes. Il faut apprendre à pitcher son projet. On aime bien dire apprendre à pitcher son projet à un enfant de 4 ans. Pas parce que les investisseurs ont 4 ans, mais plutôt parce qu'il faut être le plus simple possible pour des personnes qui potentiellement ne connaissent pas complètement votre technologie ou votre secteur. Voilà. Un deck, on n'a pas forcément un nombre de slides en termes de recommandations. On essaie d'être assez concis. Une dizaine de slides, ça peut suffire. Revenir sur tous les éléments qu'on a pu présenter donc avec Aurélie. Sur les data, les KPIs et les signes de traction, c'est vrai que ça, c'est un élément important. Vous pouvez mettre en avant peut-être vos revenus récurrents mensuels, par exemple, qui augmentent. Vous pouvez mettre en avant aussi, si vous êtes en B2B, les logos de vos premiers clients. Dans tous les cas, c'est quand même important de mettre les premières tractions pour voir un petit peu l'opportunité d'investissement pour votre interlocuteur. Ensuite, il faut identifier les investisseurs. Alors là, je vais avoir 2 conseils. Le premier, anticiper la recherche. C'est-à-dire que à partir du moment où on lance son projet, pas hésiter à aller sur des événements, pas hésiter à ajouter sur LinkedIn des investisseurs qui peuvent être intéressés par votre secteur. C'est presque bien de commencer à discuter avec des investisseurs quand vous n'avez pas encore besoin de lever des fonds. Vraiment anticiper. Anticiper et cibler. Il faut savoir que généralement, les investisseurs, ils ont quand même des secteurs privilégiés, des maturités privilégiées. Donc, renseignez-vous. Il ne faut pas perdre de temps. Ça ne sert à rien de se rapprocher d'un investisseur qui préfère d'autres secteurs que le vôtre, qui ne s'y connaît pas. Alors, notamment pour les premiers investisseurs, donc par exemple les premiers business angels, pas hésiter à regarder peut-être dans vos anciens collègues, dans des personnes qui sont dans un secteur qui se rapproche de votre projet et puis commencer à discuter assez rapidement. Pour les identifier, bon, il y a plusieurs introductions. Si vous ne connaissez pas encore l'investisseur, pas hésiter aussi à communiquer sur votre roadshow, par exemple à travers des sessions de pitch, à travers des publications RP ou sur les réseaux sociaux, et faire un petit peu c'est de l'introduction qu'on peut appeler organique. Ça va se faire grâce à votre réseau. On va attendre parler de votre recherche de financement et ça permet d'avoir des introductions organiques. Ce que vous pouvez faire également et ce qu'on conseille, c'est de demander l'introduction à l'un de vos contacts. Si vous vous rendez compte que l'un de vos meilleurs amis est connecté sur LinkedIn avec votre investisseur de rêve, OK, on fait une demande de mise en relation et comme ça permet d'être le mieux poussé. D'ailleurs, ce que les investisseurs diront, que ce soit des fonds ou des business angels, c'est que ce qui marche aussi bien, c'est d'être recommandé par une startup dans laquelle ils ont déjà investi. Voilà, il y a du relationnel et la confiance est plus simple à obtenir. Et puis enfin, bien entendu, il faut quand même faire un petit peu du contact à froid et pas hésiter à démultiplier les contacts auprès des investisseurs. Dès que vous allez vous lancer donc dans le roadshow, dans les présentations, le mieux est de commencer par des investisseurs peut-être qui vous intéressent le moins et puis de s'entraîner. Encore une fois, l'exercice du pitch, l'exercice savoir se vendre, c'est pas le plus simple. Donc, commencez par des investisseurs peut-être qui vous intéressent le moins. Vous allez potentiellement vous prendre plusieurs portes fermées dans la tête, mais c'est pas grave. On y va et on recommence. Et à la fin, on a les premiers échanges positifs et on commence à négocier le term sheet. Donc, qu'est-ce que c'est ? Term sheet, c'est plus ou moins une étape préalable au pacte d'actionnaires, au pacte d'associés. Donc, on en parlera par la suite avec Aurélie, où on va commencer à discuter des conditions de la levée de fonds.
Et en fait, pendant cette étape préalable, c'est le moment où généralement l'investisseur, il va aussi se dire, bah, tiens, je vais peut-être aller analyser un peu plus en détail quand même le projet. Donc, on parle de due diligence. Et donc, qu'est-ce que va venir regarder l'investisseur? Généralement, ça va être le financier. Hein, donc, ils ont des financiers en interne. Ils vont venir regarder est-ce que les projections sont réalistes ou pas. Ils vont regarder aussi le juridique. Donc, quelle est la situation juridique? Est-ce qu'il y a des litiges en cours? Quels sont les contrats? Où est-ce qu'on en est en termes de propriété aussi intellectuelle et de protection de l'API? Sur l'humain, c'est ce que disait Aurélie, le background des fondateurs, la complémentarité, potentiellement aussi l'équipe que vous avez réussi à créer autour du projet, la taille du marché, et puis la technologie, bien entendu, quand on parle d'une entreprise technologique. Une fois cette due diligence réalisée, on va passer sur la négociation de la valorisation. À savoir qu'on positionne au même niveau l'importance de bien savoir négocier sa valorisation, aussi des éléments juridiques et du pacte d'actionnaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajuster à la hausse ou à la baisse une valorisation en fonction des clauses qu'on va voir apparaître dans le pacte d'actionnaires. Et c'est aussi d'ailleurs très important à cette étape d'être accompagné par des personnes qui s'y connaissent juridiquement parlant. Alors Blockpulse, qui est pour nous l'un des partenaires essentiels, et dans l'étape de levée de fonds, généralement, nous, on accompagne au préalable sur la valorisation, sur l'identification des investisseurs, etc. Et on fait appel à Blockpulse par la suite pour accompagner sur ces notions juridiques. On a vraiment eu des situations de start-up qui venaient se faire noter chez Estimeo, et on se rend compte qu'elles se sont fait un petit peu avoir parce qu'elles ne s'y connaissaient pas en fait en termes de clauses juridiques qu'on retrouve dans le pacte d'actionnaires, et elles se sont fait diluer parce qu'elles n'avaient pas atteint des objectifs qui étaient trop élevés, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas compris certains termes. Donc voilà, dès que vous échangez avec l'investisseur sur ces sujets juridiques, il faut absolument poser des questions, s'assurer qu'on a tout compris et être accompagné. C'est vraiment les meilleurs conseils qu'on pourra vous donner. Et puis, vous aurez les coordonnées d'Aurélie pour la suite. Voilà. Et puis après, quand on a fini cette étape, champagne. Et puis surtout, on aime bien dire back to work, parce que même si c'est chronophage, ça prend du temps, l'opérationnel, il ne va pas se gérer tout seul. Donc, ce qui est bien aussi, quand vous êtes une équipe fondatrice, c'est de ne pas forcément aller pitcher à deux devant des investisseurs, mais plutôt de se séparer le temps et de montrer à l'investisseur que oui, nous, on va lever des fonds, mais on sait gérer l'opérationnel. Donner confiance. Alors là, on va passer vraiment sur l'étape finalement, comment négocier sa valorisation. On n'aura pas forcément le temps de vous faire une petite présentation. Généralement, on utilise un espèce de document Excel, un petit outil pour faire des calculs. Par contre, pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous l'envoyer. Donc, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat. Donc, déjà, quelques remarques en termes de valorisation. C'est quand même un élément essentiel. Et encore une fois, c'est important d'avoir une valorisation la plus juste possible. Alors, les investisseurs et les chercheurs s'accordent à dire qu'il n'existe pas une seule méthode de valorisation qui sera pertinente ou parfaite à elle seule. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de déterminer une valorisation en utilisant plusieurs méthodes pour essayer d'être le plus juste possible. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus un art qu'une science exacte, c'est savoir vraiment utiliser ces différentes méthodes. On dit que le prix n'est pas la valeur. Alors là, ça amène ce concept que finalement, on va calculer une valorisation, on va en s'appuyant sur des faits, sur des actifs immatériels, financiers qu'on va pouvoir valoriser. Mais le prix auquel l'investisseur sera prêt à rejoindre le projet, ce sera vraiment suite à une négociation entre vous en tant qu'entrepreneur et l'investisseur. Donc, à bien différencier le prix de la valeur. Ensuite, ne pas comparer sa valorisation. Alors là, c'est dans le sens où il ne faut pas comparer sa valorisation avec une start-up d'un autre secteur. Donc, par exemple, si vous êtes dans un incubateur, il ne faut pas comparer en fait votre valorisation avec la valorisation de votre start-up voisine au sein de l'incubateur. Il ne faut pas non plus comparer votre valorisation avec des startups américaines. On sait qu'on n'est pas forcément sur la même fourchette. Être réaliste et flexible. Alors là, de toute façon, c'est la meilleure recommandation et c'est un petit peu la slide d'après. Il faut essayer d'être le plus juste possible
encore une fois, l'investisseur, ça va être votre partenaire. Il va rejoindre votre projet. Il va écrire un bout de l'histoire avec vous. Et donc, il faut être transparent, il faut être réaliste, il faut essayer d'être le plus juste possible, notamment pour ces échanges avec l'investisseur. Alors là, c'est ce que je disais juste avant, hein, les sujets de dilution, les sujets de close investissement. Il faut vraiment se rendre compte que, OK, vous allez peut-être vous faire diluer un petit peu plus. Vous ne serez peut-être pas tout à fait satisfait, donc avec une valorisation qui sera potentiellement un peu plus basse. Cependant, est-ce que vous n'avez pas réussi à négocier des clauses un peu plus adaptées à votre situation, hein, et donc se dire, là, on part ensemble sur cette première levée de fonds, mais finalement, c'est quoi la vision? Si dans 2 ans, c'est refaire une autre levée de fonds, il faut aussi l'anticiper. Et on parle un petit peu d'equity story, hein. Et ce que vous allez devoir d'ailleurs vendre à l'investisseur. Là, on part ensemble sur ce projet. Et puis, en fait, si j'atteins ces objectifs qui sont atteignables, si j'ai ces achievements validés, on relève tant et à une valorisation bien plus élevée. D'où l'intérêt d'essayer d'être le plus juste possible. Alors, quels sont les effets néfastes d'une valorisation trop élevée? Alors déjà, s'orienter vers les mauvais investisseurs qui seront peut-être intéressés par une start-up avec une valorisation un peu plus élevée, donc potentiellement pas la même maturité, et puis qui n'auront pas ce même objectif win-win de se dire, OK, on fait avancer le projet et je ne décide pas en fait de revendre mes parts avant la prochaine levée de fonds. Avoir un pacte d'actionnaires donc injuste, des objectifs inatteignables, c'est exactement ce que je disais juste avant, et avoir des clauses où vous allez, en fait, l'investisseur va reluer, hein, va gagner des parts de votre capital, et vous allez vous faire diluer parce que vous n'avez pas atteint les objectifs. Donc, encore une fois, être réaliste. En plus de ça, on l'a dit plusieurs fois, une levée de fonds, c'est chronophage. Ça peut être éprouvant. Alors, si cette négociation, si ces échanges sont un petit peu malsains avec l'investisseur, ça peut aussi vous impacter dans votre opérationnel et puis dans votre quotidien. Et enfin, bien sûr, mise en difficulté pour les prochains tours de financement. Comment justifier que vous allez lever avec une valorisation plus basse que la première? Et là c'est compliqué. Et puis même, vous pouvez carrément échouer dans votre levée de fonds. On a une petite histoire, nous, donc chez Stimeo, il y a 2-3 ans, on était au CES, on avait rencontré une start-up qui venait qu'on a valorisée. Donc voilà, et en fait, elle n'était pas satisfaite de notre valorisation, mais ça peut arriver. Nous, on a une méthodologie la plus juste possible, la plus indépendante possible, et l'idée, c'est plutôt de renforcer en fait la confiance qu'on peut avoir autour de votre projet et de la valorisation. Mais on n'était pas satisfait parce qu'ils se survalorisaient. 1 an plus tard, on retourne au CES, ils étaient toujours là, sauf qu'en fait, avec une valorisation trop élevée, ils n'ont pas réussi à lever. Et là, ils se retrouvaient dans une situation difficile où, alors, ils avaient besoin de lever des fonds très rapidement. Ils avaient un pouvoir de négociation complètement déséquilibré par rapport aux investisseurs. Alors que si plutôt ils s'étaient dit, OK, on essaye d'être un petit peu plus objectif, on a quand même l'avis d'un expert externe, on va essayer de revoir notre valorisation. Et voilà, ils se sont trouvés en difficulté et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et alors, bien entendu, une valorisation trop basse, c'est aussi néfaste et il faut aussi éviter de se faire avoir dans ce cas-là, d'où l'intérêt d'être accompagné. Et c'est d'ailleurs même pour l'investisseur, c'est ce que je disais, hein, c'est une question win-win. S'il voit que les fondateurs sont démotivés parce qu'ils sont trop dilués, lui, il n'est pas dans l'opérationnel, hein. Donc, il a besoin d'être rassuré aussi sur l'exécution et le développement de son projet. Donc, ça ne va pas être, encore une fois, ça va être une négociation, mais l'investisseur n'a pas forcément intérêt à vous voir démotivé. Bien entendu, avoir une valorisation trop basse, il y a une perte de gouvernance pour les fondateurs. C'est ce qui, généralement, entraîne une démotivation. Et puis, encore une fois, comment justifier une prochaine valorisation et puis la suite, en fait. La suite, votre vision, le futur, l'equity story. Alors, sur les différents… Maud, sur la partie valo, un truc que nous, on a clairement observé avec les startups qu'on a pu accompagner, c'est des personnes qui avaient réussi à tordre le bras de leurs investisseurs sur une première valo hyper élevée et qui, en fait, pareil, on a revu plus tard et qui nous ont dit aujourd'hui, j'ai des grandes difficultés à relever parce qu'en fait, mes investisseurs attendent une valorisation plus élevée, ce qui est normal, puisqu'ils attendent que la boîte progresse. Donc, c'est vrai que c'est… Enfin, voilà, je rejoins complètement ce que tu dis sur cette partie… le trop haut peut aussi être vraiment problématique, quoi.
Totalement, totalement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que si quand on veut relever, c'est une valorisation plus basse, par exemple, à ce moment-là, les investisseurs historiques ont pu mettre des clauses dans le pacte qui fait que, à une valorisation plus basse, nous, on va récupérer une partie d'autres parts du capital parce qu'en fait, on est un petit peu désavantagé. Quand on est rentré au capital, on a acheté en fait des parts du capital à un prix qui était plus élevé. Donc, Ouais. effectivement, ça peut être problématique et je pense que toi, Aurélie, t'en as vu, on en a vu et c'est l'un des meilleurs conseils qu'on donnera. Encore une fois, ce qu'on comprend, c'est que quand on est dans son projet, quand on doit s'auto-valoriser, s'auto-évaluer, c'est très compliqué d'être objectif parce qu'en fait, c'est son projet, c'est toute sa journée, c'est potentiellement plusieurs années de développement, de R&D, d'investissement personnel énorme. Mais d'écrire en fait son histoire, d'écrire un petit peu, c'est sur plusieurs années, on aime bien dire voir loin et agir près, c'est hyper important. Il faut vraiment essayer de ne pas se dire je veux lever absolument très très vite, beaucoup beaucoup et à une valorisation trop élevée, parce que par la suite, ça peut être très compliqué. Alors pour les méthodes de valorisation, alors à savoir que, comme je le disais au début, on sait qu'une seule méthode ne sera pas pertinente pour venir valoriser votre projet, et notamment pour la cible startup. Donc, ce qu'on fait, nous, chez Estimio, c'est qu'on va utiliser plusieurs méthodes de valorisation qu'on va pondérer en fonction de la maturité de la startup et puis du projet, du secteur, etc. Alors, tout d'abord, il y a les méthodes financières. Donc là, on parle des DCF, des méthodes VC. On parle aussi de la déclarative directe. C'est des méthodes qui finalement proposent quand même un regard pertinent sur l'historique financier, sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est des méthodes qui sont très utilisées par les financiers, qui sont les plus connus d'ailleurs comme méthode pour la valorisation de sociétés assez matures. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser sur des projets jeunes, parce qu'on a potentiellement, on commence quand même à avoir quelques tractions financières, etc. Mais on sait que c'est moins pertinent parce que malgré tout, c'est une situation qui est un petit peu plus risquée, un petit peu plus instable. Je dis un petit peu, mais en fait beaucoup, quand même beaucoup plus instable, tout simplement parce qu'on a beaucoup moins d'historique et beaucoup moins d'historique financier. Donc, ça reste des méthodes qui ont une très bonne réputation, donc qu'on ne veut pas mettre de côté, qui sont des méthodes qui sont solides, qui ont été validées, notamment par les financiers, mais qu'on doit un petit peu adapter à la cible startup. Par exemple, chez Estimeo, sur une méthode des DCF assez classique, on va aller utiliser plusieurs scénarios pour essayer de contrebalancer en fait l'instabilité des projections financières, par exemple. Donc ça va être nous dans nos méthodes. Ce qui est important, c'est donc d'allier ces méthodes financières à des méthodes qu'on dit extra-financières. Alors, ces méthodes elles émanent de références littéraires, elles émanent d'investisseurs, de chercheurs, aussi nous de notre expérience en tant qu'évaluateur, valorisateur depuis maintenant plusieurs années. Ces méthodes financières, extra-financières, elles s'appuient en fait sur une analyse des facteurs clés de succès des startups et aussi des facteurs de risque. On va essayer d'identifier ces différents facteurs. Chez Estimo, nous, on se base sur notre algorithme, un algorithme de notation qu'on a créé depuis longtemps, mais finalement, on regarde tous les mêmes critères. Je les répète une dernière fois, mais ça va être l'humain, ça va être l'offre, ça va être le marché, ça va être l'innovation et la finance, et la stratégie. On se base sur ces critères. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi identifier le potentiel de développement vs le risque. Donc ça, c'est hyper important. Quelque chose qu'on regarde aussi beaucoup chez Estimeo et dans ces différentes méthodes, c'est vraiment l'immatériel. Alors, c'est peut-être un petit peu à la mode, mais l'immatériel est hyper important. Donc, ce qu'il faut se dire, on a parfois la question, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu ne réalises pas de chiffre d'affaires qu'on ne peut pas venir valoriser ta société, qu'on ne peut pas venir la valoriser à partir aussi de contenu, de technologie, d'humain, de KPIs différents. Pas un petit peu sur le visuel, finalement, chaque méthode, et pour ceux qui le souhaitent, on pourra vous envoyer un petit document Excel pour, en fait, à partir de quelques paramètres, commencer à tester ces méthodes et avoir un petit peu une première idée de votre valorisation. On n'aura malheureusement pas le temps de les présenter aujourd'hui, mais chaque méthode, elle va apporter une vue différente, une vision un petit peu différente. On peut le voir notamment sur le schéma.
Et l'idée, c'est vraiment de combiner ces méthodes et de les pondérer en fonction de la maturité. C'est assez simple, hein. Plus une startup est jeune, early stage, plus on va utiliser des méthodes donc extra-financières qui seront surpondérées. Et les méthodes financières, elles vont intervenir en fonction de la maturité et puis aussi de la fiabilité des projections financières. Voilà, je vais te redonner la parole, Aurélie, et donc rentrer un petit peu plus dans les détails sur les différents outils pour lever des fonds, et notamment les BSAR, sujet très intéressant. Je te redonne la parole. Merci, merci. Donc, effectivement, il existe différentes méthodes juridiques pour lever des fonds. Il en existe deux principales, hein, qui sont l'augmentation de capital, qui est la manière un petit peu plus traditionnelle, et le BSAR, qui est une manière plus novatrice et particulièrement adaptée aux jeunes entreprises. Parce que le BSAR, en fait, c'est un mécanisme, c'est un contrat qui va vous permettre de faire rentrer des investisseurs à un instant T qui vont devenir actionnaires de manière différée dans le temps lors de la survenance d'un événement déclencheur que vous allez prédéfinir au départ. Alors, pourquoi c'est très adapté en fait aux jeunes entreprises? Parce que ça permet d'aller très vite dans sa levée de fonds. Et Maud le disait, le plus gros écueil d'une levée de fonds, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et quand on a besoin de cash rapidement, de faire une augmentation de capital, ce n'est pas forcément toujours adapté. Le deuxième point, c'est que quand on veut mettre en place sa levée de fonds, quand on fait une augmentation de capital, il faut définir sa valorisation, ce qui est pas facile, et c'est pour ça que des entreprises comme Estimeo existent, pour pouvoir vous accompagner dans la définition de votre valorisation. Dans le cadre du BSR, vous n'allez pas avoir besoin de définir de manière précise la valorisation, même si il faut quand même que vous ayez une idée de cette valorisation. Et dans ce cadre-là, Estimeo peut être très utile pour vous aider là-dessus. Mais vous allez définir ce qu'on appelle une fourchette de valorisation. C'est-à-dire qu'en fait, vos investisseurs, comme je le disais, vont devenir actionnaires de manière décalée dans le temps. Et ils savent qu'ils vont devenir actionnaires sur une valorisation qui va se trouver dans une fourchette, avec ce qu'on va appeler une valorisation cap, qui est la valeur maximale à laquelle ils vont rentrer, et une valorisation floor, qui est la valeur minimale à laquelle ils vont rentrer. Vous, ça vous protège parce que vous êtes certain que quoi qu'il se passe, ils deviendront actionnaires lors de l'événement déclencheur, qui généralement est une augmentation de capital, qui surviendra dans les mois qui suivent, généralement 18 à 24 mois. Et eux sont protégés parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, ils ne rentreront pas au moment de l'augmentation de capital à une valorisation supérieure à la valorisation cap, plafond. Pour les remercier, en fait, pour les incentiver du risque qu'ils prennent, puisqu'en fait, ils savent qu'ils deviendront actionnaires, ça quoi qu'il arrive, à l'issue de l'événement déclencheur. Parce que quand bien même l'événement déclencheur ne se produirait pas dans le délai que vous avez défini, et nous, ce qu'on observe beaucoup, c'est un délai de l'ordre de 18 à 24 mois pour que l'augmentation de capital puisse se passer, eh bien, quoi qu'il se passe, à l'issue du délai, ils deviendront actionnaires. Et donc, pour les remercier de ce risque pris, à savoir pas de valorisation précise définie et pas de timing précis, eh bien, vous allez leur offrir un incentive qu'on appelle la décote. Et cette décote, nous, ce qu'on observe beaucoup parmi nos clients, elle est souvent de l'ordre de 20%. Même si, une fois de plus, il n'y a pas de règle, c'est du contractuel, et on a pu observer des levées de fonds avec une décote moindre, hein, de l'ordre de 5 à 10%, parce que la fourchette de valorisation était plus resserrée et que le délai maximum pour que l'événement déclencheur se produise était plutôt proche. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous vous disiez pour définir le montant de décote. Plus ma fourchette est élevée, ma fourchette de valorisation, plus ma durée maximum pour que l'événement déclencheur se produise est lointaine, plus potentiellement il faut remercier mes investisseurs. Et donc, on a aussi déjà vu des décotes supérieures à 20%, jusqu'à 30, 40, 50%, en fonction du risque pris par l'investisseur. Et ça, évidemment, c'est de la négociation. Donc, c'est à vous de négocier et rentre toujours en ligne de compte, de se dire quel est l'investisseur le plus intéressant pour moi et qu'est-ce que je suis prêt à lâcher en termes de décote notamment pour faire rentrer cet investisseur à mon capital. Et donc, le dernier point à définir, je le disais, c'est la temporalité, c'est de se dire dans combien de temps je pense que je vais pouvoir relever des fonds. Et généralement, ce qu'on observe, c'est des délais de 18 à 24 mois. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, vous levez, vous avez décidé de définir une valorisation plancher à 1 million d'euros, une valorisation plafond à 3 millions d'euros. En échange, vous avez décidé que l'augmentation de capital, qui sera votre événement déclencheur, se produira dans les 18 mois à venir.
Et en échange, vous avez accordé à vos investisseurs une décote de 20%. Vous relevez en augmentation de capital dans 12 mois sur une valorisation à 2 millions d'euros. Donc, vous êtes dans le tunnel de valorisation. Qu'est-ce qui va se passer pour vos investisseurs? Eux vont devenir actionnaires, non pas sur une valorisation à 2 millions d'euros, mais sur une valorisation minorée de la décote, donc à 1,6 million. Ça, c'est un cas de figure. C'est si vous êtes dans le tunnel de valorisation. Le cas de figure plus négatif, ça aurait pu être, vous relevez, mais votre valo, elle n'est pas dans le tunnel, elle est à 700 000 euros. Ça ne s'est pas très bien passé pour vous. Eh bien, vous êtes protégé, vous êtes assuré que votre investisseur R deviendra actionnaire à minimum 1 million d'euros, qui est votre plancher. Troisième scénario possible, ça cartonne, votre boîte a complètement décollé et vous levez sur une valorisation à 5 millions d'euros lors de l'augmentation de capital. Eh bien, c'est là que c'est le plus intéressant pour votre investisseur parce que lui, il sait que quoi qu'il se passe, il ne rentrera pas sur une valorisation au-delà de 3 millions d'euros. Et en fait, vous, si vous voulez défendre ce mécanisme auprès de vos investisseurs, donc BSAR, je me rends compte que je n'ai même pas traduit l'acronyme, c'est bon de souscription d'action, R, accord d'investissement rapide, c'est de leur dire, OK, tu es investisseur aujourd'hui, tu es assuré de devenir actionnaire à l'issue de la période maximum, et toi, quoi qu'il se passe, tu auras droit à une décote si tu es dans le tunnel de valorisation, mais surtout si ça se passe bien pour moi, ce qui est quand même l'objectif d'un investisseur quand il investit dans votre boîte, eh bien, tu es assuré de rentrer à une valorisation plafond de temps. Et moi, on a vu un exemple récemment chez Blockpulse d'une boîte qu'on a accompagnée l'année dernière, en mai dernier, qui a levé 250 000 euros en BSAR sur une valorisation cap à 1,5 million et qui vient de relever 500 000 euros sur une valorisation à 4,5 millions. Donc, en fait, les investisseurs, ils ont fait x3 en un an. Et c'est vraiment ce qu'il faut vendre, à vos investisseurs quand vous voulez pousser ce mécanisme-là, qui, je le répète, est particulièrement adapté pour les jeunes boîtes parce qu'il répond à un formalisme qui est très allégé. Vous n'allez pas avoir besoin de modifier vos statuts, vous n'allez pas avoir besoin de négocier de manière précise la valorisation et vous n'allez pas avoir besoin de négocier de pacte d'associés, puisqu'en fait, le pacte d'associés sera négocié lors de l'augmentation de capital. Cependant, une des bonnes pratiques, et nous, on le recommande vivement à nos clients, c'est tout de même en annexe du contrat R, qui va être le contrat qui va régir vos relations avec vos investisseurs, de mettre en place ce qu'on appelle une term sheet de pacte, donc Maud en a parlé tout à l'heure, qui en fait va servir de socle de discussion si pour une raison ou une autre, vos investisseurs ne devenaient pas actionnaires lors de l'augmentation de capital, parce qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation de capital, mais à l'issue de la période maximum. Parce que si vous ne faites pas ça, la réalité, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver avec des investisseurs qui vont devenir actionnaires sans avoir de socle de négociation pour le pacte d'associés. Donc, certains vous diront, pas besoin de mettre de term sheets. Nous, notre recommandation, c'est vraiment de mettre en place une term sheet de pacte pour vous éviter de vous trouver dans une situation qui pourrait être compliquée pour vous dans le cadre de l'encadrement de vos relations avec vos investisseurs. Je ne vais pas revenir en détail sur les avantages, vous l'aurez compris, ça permet d'aller vite, c'est un formalisme et une procédure très allégée. Vous remettez à plus tard la valo et le pacte d'associés. Et en termes de dilution, ça vous permet de bien maîtriser votre dilution. Il y a quand même des effets négatifs, en tout cas des points négatifs qu'il faut avoir en tête parce que ce n'est pas adapté à toutes les boîtes. C'est qu'en fait, si vos investisseurs, si vous avez un investisseur qui veut à tout prix chercher un avantage fiscal dans l'investissement qu'il fait dans votre startup, ça ne devrait pas être le cas parce qu'en fait, on devrait toujours investir dans une boîte parce qu'on croit au projet et qu'on veut accompagner le projet, mais il arrive que des investisseurs investissent pour rechercher des avantages fiscaux. Eh bien, le BSR n'est pas éligible à l'inscription dans le PEA, plan épargne en action. Il n'est pas éligible aux réductions d'impôts parce qu'en fait, ce n'est pas une action, mais un bon de souscription. Et il n'est pas éligible à un mécanisme qui est très utilisé en fait par certains investisseurs, qui est le mécanisme de remploi. Quand en fait, ils cèdent une boîte, eh bien, ils ont un certain temps pour remployer leurs fonds dans d'autres sociétés opérationnelles pour pouvoir repousser la fiscalité de la plus-value de leur cession. Et donc, ça, malheureusement, le BSR n'est pas éligible à ce mécanisme-là. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête pour ne pas vous faire prendre de cours, en fait, dans vos négociations avec vos investisseurs. Aurélie, je vais peut-être prendre rapidement une question qui a été posée. Alors, est-ce que cela ne gêne pas les futurs actionnaires du second tour, dans le cas où c'est une valeur supérieure au cap, d'avoir des investisseurs R? Alors non, pour la simple et bonne raison. Alors déjà, la première chose, c'est que je vous invite à être extrêmement transparent.
C'est-à-dire que de toute façon, quand vous commencez à vous lancer dans votre second tour, il faut que vos investisseurs soient au courant qu'il y a un BSR qui a été émis et que les investisseurs R vont devenir actionnaires. Après, non, ça ne les dérange pas parce que la réalité, c'est que du coup, il faut être extrêmement transparent sur la dilution et l'impact dilutif de la transformation du BSR. Et d'ailleurs, petite transition, ça me permet de vous dire qu'on vous a mis un QR code vers un simulateur en fait qu'on a mis en place chez Blockpulse qui vous permet de justement mesurer toutes ces questions d'impact dilutif et de définition des notions. Mais non, aujourd'hui, dans ce qu'on peut observer, ça ne gêne pas les investisseurs du prochain tour parce qu'aujourd'hui, le BSR est vraiment rentré dans les mœurs. Il y a encore 1 an ou 2, franchement, c'était très compliqué pour une startup de réussir à faire un BSR parce que c'est un mécanisme qui n'a que 4 ans en France. Il vient d'un mécanisme américain qui s'appelle le SAFE. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a des business angels qui souhaitent n'investir qu'en BSR, ce qui est quand même un énorme changement de paradigme. Et un autre truc, c'est qu'on voit des fonds comme Kima, comme Idinvest, qui investissent en BSR, chose qu'il y a 1 an, on n'aurait jamais vu. Donc, c'est vraiment entré dans les bonnes pratiques et aujourd'hui, c'est plus un sujet et c'est pas préjudiciable pour vous lors d'un tour suivant. Merci Aurélie. Je t'en prie. Alors, l'autre manière, donc plus traditionnelle, qui existe, elle, pour le coup, depuis de nombreuses années, de lever des fonds, c'est l'augmentation de capital. Donc, ça va être une opération qui est un petit peu différente, puisqu'en fait, augmenter son capital, comme son nom l'indique, ça va être le fait pour vous d'émettre des actions nouvelles auprès d'investisseurs qui, en fait, vont vous apporter de l'argent. Quel est le corollaire de la mise en place d'une augmentation de capital? Tout d'abord, il faut avoir en tête que le formalisme est important, puisque comme vous allez augmenter votre capital, ça va vous nécessiter le changement de vos statuts, puisqu'en fait, le capital, la structure de votre capital ne sera plus identique. La deuxième chose, c'est que ça va nécessiter de mettre en place des assemblées générales extraordinaires pour autoriser l'opération, pour la simple et bonne raison que cette opération va avoir un impact dilutif sur vos investisseurs et que donc, il va falloir qu'ils donnent leur accord sur la mise en place de l'opération. La troisième chose, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir faire rentrer de fonds en augmentation de capital tant qu'on n'a pas réuni l'intégralité de son tour de table. Et c'est en ça que parfois, ce n'est pas tout à fait adapté à une jeune entreprise qui a besoin d'argent rapidement. Parce que vu que ça prend du temps, ça peut arriver malheureusement que le temps de réunir les fonds, l'entreprise se retrouve dans une situation très délicate. Et nous, on a vu plein de boîtes qui venaient nous voir au début de leur levée. Moi, je veux lever 500 000, 1 million en augmentation de capital, mais il me reste 6 à 9 mois de cash et qui en fait revenaient nous voir 2 mois avant l'épuisement de leur cash disponible en se disant moi j'ai pas réussi à lever et qui donc du coup en extrême urgence passaient sur du BSR qui leur permettait de faire rentrer le cash au fil de l'eau. Et l'autre point, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre l'augmentation de capital, il faut quoi qu'il arrive avoir réuni 75% du montant voté en assemblée générale. Sinon, on ne peut pas le faire. Il faut reconvoquer une assemblée générale. Donc voilà, c'est quand même assez lourd d'un point de vue de formalisme. Et surtout, il va falloir définir votre valorisation, ce qui n'est pas forcément une chose aisée quand on est en tout début d'aventure. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que voilà, nous, on a tenu à mettre en place ce partenariat avec Estimeo parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a énormément d'entreprises qui viennent nous voir, qui veulent lever, d'ailleurs, que ce soit en BSR ou en augmentation de capital, mais qui n'ont absolument aucune idée de combien vaut leur boîte. Et ça, c'est une vraie expertise et c'est très compliqué pour une entreprise de le faire toute seule. C'est pour ça que de pouvoir être accompagné par un partenaire comme Estimeo, c'est très précieux pour une start-up dans la définition de cette valorisation. Après, les 2 autres points clés, ça va être, quand on fait une augmentation de capital, ça va être de négocier le terme de sa levée. Donc, il y a 2 documents, et Maud en parlait déjà tout à l'heure. Ça va être de négocier sa term sheet. Donc, je ne reviens pas sur les avantages et inconvénients. On va dire que j'en ai parlé au fil de l'eau. Donc, ça va être de négocier sa term sheet ainsi que son pacte d'associés. Donc, la term sheet, je le disais tout à l'heure, ça va être un document qui va permettre en fait de fixer, c'est une sorte de contrat cadre, les droits et obligations de chacun pendant la négociation. Et c'est aussi un très bon moyen pour vous de cranter un investisseur. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où votre investisseur a accepté de signer votre term sheet, en termes d'engagement, a priori, il y a de fortes chances qu'il aille au bout de l'opération. Donc ça, c'est un truc, quand vous avez un investisseur qui est chaud et qui veut investir dans votre projet, essayez de lui faire signer
de manière assez rapide la term sheet, ce qui permettra d'augmenter son engagement dans votre opération de levée. Et c'est un document qui est plutôt informel. Après, l'autre document, donc qui va reprendre en fait cette term sheet, c'est le pacte d'associés, qui aura vocation à régir vos relations avec vos actionnaires durant toute la vie de la boîte. Alors, je m'entends, hein, il pourra être modifié dans le temps, mais en tout cas, vos relations avec vos actionnaires. Et ça, c'est hyper important parce que ça va permettre d'éviter des situations de conflit et des situations de blocage en cas de conflit, et notamment lors de la sortie d'un actionnaire. Un truc important, c'est que ce document est absolument pas public. C'est un document qui est secret, qui ne sera pas publié et qui a vocation à le rester. Donc, vous pouvez négocier ce que vous voulez. Les seules personnes qui en seront au courant, ce seront les signataires du pacte d'actionnaires. Alors, dans ce pacte, on va retrouver un certain nombre de clauses qui sont complètement fondamentales. Tout d'abord, des clauses dites d'indisponibilité. Donc ça, en fait, ça va être un engagement contractuel qui va être pris par vous, en fait, de ne pas céder vos titres pendant une certaine période pour assurer, en fait, à vos investisseurs de votre plein engagement dans votre entreprise et dans votre projet. Nous, ce qu'on peut observer chez Blockpulse, c'est que ce sont généralement des périodes de 3 à 4 ans qui sont négociées, même si, une fois de plus, c'est du contractuel, donc tout est négociable. Ensuite, vous allez avoir des clauses dites d'agrément de préemption. Ça, c'est le cas si un actionnaire en fait souhaite sortir, eh bien, les actionnaires existants pourront valider l'entrée d'un nouvel actionnaire et auront un droit prioritaire pour racheter ses parts. Donc ça, c'est pareil. L'objectif, c'est de bien maîtriser la gouvernance et de bien maîtriser qui rentre, qui sort. Ensuite, vous allez avoir des clauses dites de good liver, bad liver. Alors celles-ci, c'est des clauses qui sont toujours hyper anxiogènes pour les fondateurs et sur lesquelles on nous interroge beaucoup et qui sont un petit peu moins à votre avantage puisqu'en fait, vos investisseurs vont investir sur vous, sur votre projet. Et donc, ils ont besoin de savoir que si les choses devaient mal tourner, eh bien, il y a en place des promesses de cession, en fait, que entre fondateurs, vous allez accorder aux autres fondateurs et vous allez encadrer également les conditions de sortie. Donc, c'est pour éviter, une fois de plus, des situations de blocage. Ensuite, vous allez avoir des clauses dites de droit de sortie conjointe ou forcée. Ça va vous permettre de vous assurer en fait qu'en cas de revente, par exemple, les minoritaires ne pourront pas bloquer la revente de la société et seront obligés de revendre leur part. Et également d'octroyer en fait aux minoritaires un droit de sortie en cas de revente totale ou partielle de la société. Donc ça, pareil, ça permet de prévoir ces conditions de sortie. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est non-concurrence. Donc ça, c'est aussi hyper important. Mais c'est plus pour protéger vos investisseurs. Mais il faut quand même bien avoir en tête que c'est des choses qui seront négociées par eux. C'est le cas si un des fondateurs souhaite quitter l'entreprise, eh bien de s'assurer qu'il n'ira pas travailler dans une entreprise concurrente ou qu'il ne créera pas un business concurrent durant une certaine durée qui est prédéterminée. Enfin, vous allez avoir tout ce qui est mise en place d'un board. Alors ça, c'est des choses qui n'arrivent pas forcément sur les levées de fonds en pré-seed, en seed, mais très souvent au moment de la série A. C'est de se dire que petit à petit, vous allez avoir de plus en plus d'investisseurs et que donc vous allez avoir une gouvernance qui peu à peu va être plus partagée. Et donc, généralement, ce qui se fait, c'est de mettre en place un comité stratégique qui interviendra lors de décisions particulièrement importantes et impactantes pour la société. Et là, pareil, cette clause de mise en place de board, vous allez définir au départ quel sera le champ d'application du board et sur quelle décision il interviendra. Enfin, tout ce qui est clause de non-dilution, ça, c'est une autre clause pour protéger vos investisseurs, c'est de leur dire, eh bien, aujourd'hui, investisseur, tu investis, mais moi, je t'assure qu'en fait, lors des prochains tours de table, je vais te laisser l'opportunité de participer au prochain tour et si tu le souhaites, de pouvoir maintenir ton niveau de participation, donc de remettre au pot sur la nouvelle valorisation pour maintenir ton pourcentage de détention de la boîte. Et la dernière clause qui est très souvent négociée lors d'une levée de fonds, c'est la clause de mise en place de BSPCE, puisque comme je le disais en début d'intervention, généralement quand on lève des fonds, c'est pour recruter. Et une des bonnes pratiques, c'est de mettre en place des BSPCE, bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire accepter à vos investisseurs pendant vos négociations. Et donc, du coup, ça va se retrouver dans le pacte d'actionnaires parce qu'en fait, comme ça a un impact dilutif, ça aura un impact dilutif futur, il faut que vos actionnaires aient accepté le principe de l'émission d'un plan de BSPCE pour vos salariés.
J'en ai terminé sur ces différentes notions juridiques. Je ne sais pas s'il y a des questions, Maud, sur tous ces Alors, sujets. écoute, il est 12h01, donc Mm. parfait. On n'a plus d'autres questions. On te remercie pour les réponses. Peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que n'hésitez pas à mettre du coup vos coordonnées si vous voulez recevoir des informations, de la documentation et puis le petit outil pour calculer votre valorisation. Donc, dans le chat, encore une fois, on a la possibilité de venir tout récupérer par la suite. Donc, c'est plutôt simple. Et n'hésitez pas à nous contacter. Je vais peut-être remettre la slide avec nos coordonnées. Hop. On sera ravis de répondre à vos questions. Et si on veut, enfin voilà, racontez-nous vos projets. On sera ravis de vous accompagner, d'aller plus loin. Et puis, on est toujours ravis de découvrir les créations de startups, d'innovation et puis de beaux projets et de belles histoires. Je ne sais pas si tu as une petite conclusion, Aurélie. Non, mais écoute, déjà, moi, je suis ravie qu'on ait pu co-animer ce webinaire sur à la fois le Également. juridique et la valo, enfin, voilà, qui sont les deux grosses choses qui reviennent lors de toutes les opérations sur le capital. Moi, ce que je peux vous dire, pareil, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat. Nous, on a mis en place une version freemium de notre solution qui vous permet de gérer complètement gratuitement votre table de capitalisation. On a pas mal de partenariats avec des incubateurs qui poussent beaucoup cette version-là. Parce qu'en fait, ça peut vous aider quand vous allez voir un investisseur. Vous avez une cap table qui est clean, avec un beau visuel. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous voulez qu'on vous envoie le lien vers cette version freemium, à nous laisser vos coordonnées. Puis évidemment, avec Maud, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, même s'il y a des questions plus spécifiques à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Et moi, j'étais ravie de pouvoir intervenir aux côtés de Maud et je serais ravie de pouvoir réintervenir sur d'autres sujets. On avait parlé du sujet BSPCE pour une prochaine intervention. Tout à fait. On n'hésitera Voilà. pas, effectivement. C'est toujours avec plaisir de créer ces webinaires, avec plaisir de donner aussi du contenu aux entrepreneurs, parce qu'effectivement, on a l'habitude d'en voir passer et peut-être l'expérience. Et encore une fois, les sujets juridiques, les sujets un peu plus financiers, ce n'est pas inné pour tout le monde, donc n'hésitez pas à faire appel à nous et on vous préparera d'autres webinaires. Merci à tous. Merci à Merci Maud, à tous. à Estiméo. Merci à toi Aurélie. Très bonne journée à tous. Très bonne journée. Au revoir.